41% des salariés français se disent en état de détresse psychologique en France et 34% seraient même considérés en burn-out. Des chiffres le prouvent, les collaborateurs français peinent à cultiver leur santé mentale au travail. Charge mentale, charge de travail insupportable, manque de sens, bullshit job, autant de facteurs qui causent parfois cette fameuse maladie, cette maladie des temps modernes, le burn-out. Mais connaissiez-vous le bore-out, l'ennui au travail? Peut-être en souffrez-vous d'ailleurs. Est-ce une vue de l'esprit ou bien une réalité? Peut-on éviter tout simplement de s'ennuyer au travail? Réponse dans cette émission Quête de Sens sur RCF et Radio Notre-Dame. J'ai la grande joie d'accueillir pour commencer Charlotte Savreux. Bonjour Charlotte. Bonjour Marie-Ange. La plus motivée, la plus motivante. Oui, mais déjà votre introduction, je la trouve formidable. Écoutez, je vous remercie. Ah oui. J'ai un peu mes chiffres parce que c'est difficile d'être à jour sur les chiffres. Comme on dit que ça augmente chaque année, l'ennui au travail, il doit certainement y avoir des petits pourcents en plus. Mais bon, globalement, c'est une tendance, on est d'accord Charlotte. On voit que c'est un enjeu existentiel, une question essentielle. Absolument. Voilà. Journaliste que vous êtes, rédactrice en chef, qui est évidemment autrice de cet ouvrage fondamental, n'est-ce pas? L'année du déclic, et si c'était la vôtre, qui a été réédité, je crois, chez Ballant, mais qui a été repris. Ballant, et ensuite en sortie poche. En sortie poche, quel honneur. Bravo Charlotte, félicitations. Oui. Nous sommes également en compagnie de Lauriane Boissière-Jeannot. Bonjour Lauriane. Bonjour Marie-Ange. Ravie de vous retrouver dans cette émission Quête de Sens. Vous êtes consultante pour Square Management, donc un cabinet de conseil en stratégie et en organisation. Vous offrez en quelque sorte des démarches alternatives à la transformation et à la conduite du changement. Alors bon, en français, vous aidez à changer. C'est ça, on accompagne les organisations dans leur transformation. Il y a énormément organisations. Voilà, c'est ça. Les entreprises, il y a énormément de transformations qui sont à l'œuvre. Ça peut être l'intégration d'une nouvelle entreprise. Ça peut être la mise en place de l'intelligence artificielle. Ça fait partie des grands sujets qu'on voit un peu partout dans les organisations pour être plus performantes, parce qu'on est dans un monde qui est très compétitif et très exigeant. Et nous, on accompagne, notamment moi, dans le cadre de mes travaux, tout l'aspect humain, c'est-à-dire que ces gens qui travaillent dans les organisations, ils vivent, parfois ils subissent toutes ces transformations, et on est là pour les accompagner, pour communiquer avec eux, justement apporter le sens dont vous parliez, les accompagner aussi sur tout ce qui est formation, trouver sa place, définir son poste, tous ces aspects-là qui ont trait à l'humain. Et voilà, qui est bien détaillé, merci beaucoup, qui est précis en tout cas. Alors, on peut aussi préciser, chère Lauriane, que vous préparez un doctorat en ce moment. Alors moi, j'ai juste mis la fin. En motivation au travail. Oui, tout à fait. C'est un sujet qui me parle depuis des années, parce qu'effectivement, depuis que j'ai commencé ma carrière il y a plus de 20 ans, j'ai rencontré beaucoup de collaborateurs qui avaient des problèmes de motivation à différentes étapes de leur carrière. Et je pense que c'est un enjeu clé des organisations, effectivement. Les études le montrent, c'est-à-dire que on se rend compte qu'un collaborateur qui va être motivé, il va être beaucoup plus performant. Il y a aussi des enjeux de bien-être. Donc c'est un sujet qui me touche beaucoup, et aussi beaucoup de managers, on accompagne énormément de managers et dirigeants, nous parlent de ces enjeux-là. Par exemple, quand il y a une fusion entre deux entités, comment est-ce que les personnes vont se positionner, comment éviter que les gens lèvent le stylo. Et il y a encore énormément de choses à découvrir. Eh bien, vous êtes trop bavarde. Non, c'est très bien, c'est ça qu'on aime dans cette émission. Nous sommes en ligne enfin, avec Mathilde Ramadier, qui est au lit, mais qui est sympa puisqu'elle a accepté d'échanger avec nous quelques instants. Voilà, bonjour Mathilde. Bonjour, merci. Et merci d'être là, vous qui êtes psychanalyste, philosophe de formation. Vous avez de votre côté publié une bande dessinée, La Belle de Mai, chez Futuropolis. Vous avez publié Apprivoiser surtout sa procrastination, l'art de faire autrement, chez Erol, Mathilde Ramadier. Effectivement, l'ennui au travail, on l'évoquait avec Charlotte Savreux avant de rentrer dans ce studio. En fait, ça a gagné, malheureusement, on a l'impression que l'ennui, on parle le contraire de l'ennui, on peut dire que c'est peut-être la motivation, on peut dire aussi que c'est le sens, le fait de trouver du sens à ce qu'on fait, mais en même temps, par exemple, on dit qu'il faut que les enfants s'ennuient. On a l'impression qu'aujourd'hui, déjà, notre rapport naturel à l'ennui n'est pas très sain, en tout cas, n'est pas très clair, a perdu ses lettres de noblesse, l'ennui, puisque est-ce que c'est si mal de s'ennuyer déjà en soi, et encore plus au travail? Première question un peu étrange, mais je vous la pose quand même, Mathilde Ramadier. Non, tout à fait. C'est un terme qui mérite d'être clarifié et qui a fait l'objet d'une déperdition de sens. C'est vrai, vous le dites très bien, on encourage les enfants à s'ennuyer, c'est-à-dire à avoir du temps
libre pour laisser s'exprimer leur créativité, du temps loin des écrans, de l'hyperactivité. Et puis ensuite, on garde un petit peu cette pression à remplir notre temps, et dès qu'il est vide, on parle d'ailleurs de temps mort, c'est assez symptomatique de la façon dont on voit cette gestion du temps aujourd'hui, quand il n'est pas occupé à une activité productive, au sens économique du terme, ou matériel en tout cas, on va penser que ce temps est inutilisé. Et l'ennui, je pense que c'est un peu comme la procrastination, un petit peu comme la paresse aussi. C'est un terme qui est devenu très négatif, qui est connoté négativement, alors qu'il recoupe plein de problématiques différentes, et je suis très contente qu'on puisse les clarifier aujourd'hui. Ouais. Charlotte, vous parliez d'absentéisme. On va y aller de plein pied au cœur de notre sujet, puisqu'il est complètement en lien. On a aujourd'hui, c'est vrai que j'ai envie de vous demander votre définition de l'ennui, au fond, au travail en particulier. C'est quoi, en fait, s'ennuyer au travail pour vous ? Pour moi, dans l'ennui, il y a quelque chose qui relève du vide. Voilà, qu'on fasse le vide dans sa sphère personnelle et intime pour faire, on va dire, un check-up, de notre instantanéité, pourquoi pas. Mais pour moi, le lieu de travail, c'est un lieu à la fois d'expérimentation, c'est un lieu d'expression de soi, et c'est un lieu de réalisation. Et je trouve que la question que vous posez, peut-on éviter de s'ennuyer au travail ? Je le disais, c'est une question essentielle, un enjeu existentiel. On passe quand même 70% de notre journée, s'il vous plaît, sur notre lieu professionnel quand on est salarié. Après, on peut aussi décider d'avoir une démarche indépendante. On passe quand même 70% de notre temps sur notre lieu de travail. Donc, il y a un enjeu très stratégique sur le choix que l'on fait de la manière dont on a envie de nourrir professionnellement notre vie. Je rappelle que l'épanouissement est transversal. Si on est bien dans sa sphère professionnelle, on sera bien dans sa sphère personnelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une rupture instantanée entre le moment où on ferme la porte de l'entreprise et celle où on ouvre celle de sa maison. Donc la vraie question qu'on devrait se poser, c'est pas peut-on éviter de s'ennuyer au travail, c'est comment faire pour s'enthousiasmer au travail. C'est comment être porté par l'envie d'exprimer le meilleur de soi-même. Évidemment, moi je pense qu'on a d'autres vies, d'autres incarnations, etc. Mais de ce qu'on en sait, on n'en a qu'une seule ici et maintenant. Donc on doit à la fois en être digne et ne pas être dupe. Et on doit justement aller tout faire pour décrocher notre victoire et poser aussi un autre regard sur le travail. Voilà, le travail, c'est pas une fin en soi, un moyen de rétribuer, un lieu de rétribution. C'est un lieu d'expression, et toujours, je pense au système gagnant-gagnant. On met toujours en opposition l'entrepreneur, celui qui nous emploie, le patron, et nous, le salarié. Voilà. Et je trouve que le travail, c'est un lieu où on peut exprimer le système gagnant-gagnant. C'est-à-dire que c'est qu'est-ce que je choisis qui peut enrichir ma vie, tout en apportant de la valeur aux autres. C'est-à-dire, c'est vraiment ça, c'est-à-dire c'est une posture constructive qui à la fois sert notre trajectoire personnelle et aussi profite aussi à une dimension plus sociétale, plus humaniste, plus altruiste. Donc l'enjeu, il est là, il n'y a pas d'opposition, c'est juste faire alliance. Mais c'est sûr que si on ne fait pas le bon choix au démarrage, si on ne va pas à la source de la source, les problèmes augmentent. Et c'est là où aujourd'hui, les entreprises sont vraiment confrontées à un fléau qui s'appelle l'absentéisme. Et notamment depuis le confinement et la Covid. L'absentéisme, c'est-à-dire... un fléau, mais humaniste et financier. Les grands groupes perdent énormément d'argent. L'absentéisme est peut-on dire, le symptôme numéro 1, non pas le symptôme, mais l'effet, le premier effet, la première, c'est ça, la première conséquence de l'ennui au travail, pensez-vous? On pourrait le dire comme cela, Lauriane? Oui, je pense qu'effectivement, c'est un des indicateurs peut-être factuels et tangibles qui sont clés. Il dépasse 6%, les dernières statistiques que j'ai vues là-dessus, et il a pris 1 point en très peu d'années. Là, je crois que c'était 6,7%. Impressionnant. Ouais. Et en fait, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de managers qui donc sont arrêtés, qui sont en arrêt maladie, et pour davantage de causes liées aux problèmes psychosociaux. On a également plus de jeunes, les moins de 30 ans, ont un taux d'absentéisme qui... Waouh, je l'ignorais. Et dès le départ, boum. Waouh. On constate aussi qu'il y a du polyabsentéisme, c'est-à-dire des personnes qui s'absentent pour des périodes plus longues et plusieurs fois dans l'année. Donc c'est vraiment un phénomène qu'on peut observer. Il y a un autre
taux que je trouve assez révélateur concernant ce sujet-là, c'est aussi le taux de démission qui a augmenté de façon régulière. De démission, oui. D'accord. Il a augmenté de façon régulière, il a quasiment doublé en 10 ans. Alors, on a eu l'effet de pause pendant le Covid, où les gens ne pouvaient pas démissionner puisqu'ils étaient chez eux, ils ne travaillaient pas. Et puis, avec l'effet rebond après qu'on a connu, où c'est là on s'est rendu compte que les gens quittaient leur organisation. Mais en fait, c'est une tendance de fond qu'on observe depuis 10 ans. Donc oui, on a un problème de malaise au travail qui peut s'observer par rapport à ces phénomènes-là. Alors, on va en parler, j'imagine, pendant ces 52 minutes. On a aussi peut-être un problème avec notre rapport au travail. Est-il ajusté? N'attendons-nous pas trop du travail? Le fameux sacro-saint bonheur, vous l'avez un petit peu dit entre les lignes tout à l'heure, Charlotte. Mathilde Ramadier, qu'en pensez-vous, effectivement? Alors, je vous pose deux questions en même temps, pardon. Alors, je pense en effet qu'il est essentiel que le lieu de travail soit un lieu où on se sente en sécurité, un lieu qui donne, qui réponde à nos attentes, dans lesquelles on se sent bien et où on a l'impression de produire du sens, en tout cas d'être là pour une raison qui fait sens dans notre vie, mais on ne peut pas en effet tout attendre du travail. Ouais. Et je pense que tout ne peut pas reposer sur cette sphère-là. Je tiens à souligner aussi qu'il serait intéressant de savoir, dans cette proportion d'absentéisme au travail et d'ennui, de sensation d'ennui, qui parmi ces gens occupe ce qu'on appelle aujourd'hui un bullshit job. C'est l'appellation qui a été donnée par un sociologue anglais qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, David Graeber, et qui désigne en fait, alors traduit en français, pardonnez-moi, mais c'est un peu vulgaire, on dirait les jobs à la con, mais en tout cas, ce sont ces jobs du secteur tertiaire, des plateformes, de l'économie du numérique, qui ont créé beaucoup de petites mains, qui n'ont plus de vision d'ensemble en fait de ce qu'elles font, qui sont un rouage parmi d'autres dans une grosse machinerie, et qui donc sont en perte de sens, et donc s'ennuient. Et donc s'absente et change même de job comme on changerait de chemise, puisque tout est devenu interchangeable. Moi, c'est ce que je ne comprends pas. C'est très intéressant, merci d'évoquer cet exemple-là, Mathilde Ramadier. Charlotte Savreux, moi je ne comprends pas, parce qu'à l'époque de nos anciens, de nos grands-parents, peut-être pas de nos parents, en tout cas de nos grands-parents, quand on allait travailler à l'usine, il n'y avait pas non plus, forcément, on était un petit rouage d'une grande machinerie, par exemple, parmi d'autres métiers, des petites mains, Dieu sait qu'il y en avait, mais on ne parlait pas est-ce on ressentait la même souffrance, le même rapport à l'ennui, au bullshit, entre guillemets? Mais vous savez, face à l'insatisfaction, il y a deux possibilités. Soit on s'endort et on s'atrophie, voilà. Soit l'insatisfaction, c'est aussi formidable parce que ça crée l'action. Soit on se met en action. Mais pour se mettre en action, il faut aussi avoir une énergie vitale qui nous anime aussi. Sauf qu'il y a un moment, vous savez, dans le monde de l'entreprise, moi je dis souvent que de l'acceptation à la soumission, la frontière est très floue. De l'acceptation à la soumission. C'est-à-dire qu'il y a un moment, dans la soumission, vous êtes dans une forme de domination. Dans l'acceptation, il y a une part, en effet, qui est nécessaire quand on joue collectif au cœur d'une entreprise. Il faut aussi accepter finalement d'être aussi avec des personnes qu'on n'a pas forcément choisies, qui vont à la fois nous être favorables sur un angle positif, parce qu'il y a des gens qui vont aussi par leur présence nous réparer pour plein de raisons, et d'autres qui vont au contraire avoir, on va dire, le versant plus négatif. C'est-à-dire c'est pas forcément les personnes qu'on voulait rencontrer, mais c'est celles qu'il nous fallait. Voilà. Ouais. Donc le monde de l'entreprise, parfois on peut se dire, mais comment est-ce possible qu'on passe autant de temps? À un moment, je me suis dit, je vais écrire un roman là-dessus. Comment c'est possible qu'on passe dans toutes ces incohérences qui sont devenues des normalités? Comment est-ce possible qu'on passe 80% de notre temps avec des gens qu'on ne choisit pas? On va dire 80%, et qu'il nous reste 20% pour finalement ceux qu'on se choisit et qu'on chérit. Non, mais c'est vrai, c'est la question qu'on peut se poser. Donc, ça veut dire que les personnes qu'on est amené à rencontrer sur son chemin professionnel, finalement, c'est aussi la vie qui fait son ouvrage pour venir nous faire évoluer sur parfois nos désagréments, sur nos névroses, que sais-je, que les rencontres soient positives ou négatives. Donc, ça sert aussi de cette trajectoire. Sauf qu'il y a un moment, on est dans l'acceptation de ce que la vie nous propose. Voilà. Et il y a un moment où si vous passez de l'acceptation à la soumission, vous êtes dans l'acceptation de quelque chose qui n'est pas acceptable, là vous tombez dans la soumission et il y a un rapport de domination et de dominé, et c'est là où finalement on n'a plus le regard favorable sur le travail. Est-ce que j'ai bien compris si vous dites en deux mots que une fois qu'en fait c'est une histoire de rapport aux choses, quoi, rapport à la vie et rapport au monde, c'est-à-dire que tant qu'on est encore acteur de ce qu'on fait, même si on est sur une plateforme, même si
si on est dans un, entre guillemets, bullshit job, on peut très bien avoir une posture positive. C'est ça que vous êtes en train de nous dire ou pas? Non, c'est-à-dire que jusqu'à quel point j'accepte ce qui est, Voilà. et à partir de quand ça ne correspond plus à mes valeurs. Ah oui, d'accord. Voilà, À et mes où valeurs. je décide de partir. Parce qu'on reste aussi dans une forme de prison dorée, un salaire. Voilà. Et il y a un moment où finalement le corps s'atrophie, comme je disais, c'est-à-dire notre mental, notre cœur s'atrophie, et il y a un moment où on est sclérosé, on n'arrive plus à bouger. Et c'est là où finalement, on retrouve aussi dans beaucoup d'entreprises des gens qui finalement n'ont plus envie d'être là où ils sont. Ouais. Donc, on ne peut pas, puisque quand même le travail que l'on fait, l'ouvrage que l'on porte, est le prolongement de soi-même. Donc, si on n'est pas bien, notre travail ne peut pas être bien. Moi, j'aime bien, si je dis ce que je fais ce que je dis. Bon, je fais ce que je suis et je suis ce que je fais. Voilà, s'il y a cette cohérence, tout s'aligne. C'est-à-dire que quand vous êtes heureux au travail, c'est quand vous pouvez mettre de l'être dans le faire. Si vous faites que du C'est un faire, bon type, ça. à la fin de la journée, à 18h, vous n'avez pas pu vous exprimer. Et c'est là où finalement, vous êtes dans un épuisement. Ouais. Et ce qui Comme fait une plante qui l'absentéisme. s'atrophie, Voilà, quoi. voilà. Vous Qui n'avez meurt. pas exprimé ce que vous êtes, donc vous êtes en jachère. Il y a quelque chose, il y a une pourriture qui s'installe. Et de l'acceptation à la soumission, parce qu'il y a des métiers, évidemment, on n'est pas tous égaux par rapport aux métiers qu'on choisit. On est bien Mais on d'accord. pourra y revenir. Ouais. Voilà, je laisse. Mais c'est vrai que c'est un sujet touchy, Voilà. intéressant, délicat. On refait à nouveau encore un sujet, comme je le disais la semaine dernière, encore un sujet, enfin pas bijoutier, mais un métier d'orfèvre, une émission un peu d'orfèvrerie où tout est un petit peu en finesse, on tire des ficelles et puis il y en a d'autres qui, il y en a d'autres qui se tirent en même temps. Alors on redétricote, etc. C'est tellement subjectif aussi, effectivement. Notre rapport aussi à la contrainte, notre rapport à la répétition, parce qu'il y a des métiers... Enfin, en fait, il y a des répétitions partout, hein, ça, on ne le dit pas assez. Oui. Mais ça fait partie du jeu. Souvent, les vingtenaires qui débarquent dans le monde du travail s'attendent à quelque chose de waouh tous les jours. Mais non, 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 chers vingtenaires qui nous écoutez. Vingtenaires chouchou que j'aime beaucoup et que je chéris. Je suis désolée de vous apprendre que quand même, il y aura de la répétition, quoi qu'il arrive. N'est-ce pas, Mathilde Ramadier? Ça fait partie quand même de la vie et puis surtout du travail, la répétition. C'est normal quand même. Alors, c'est pas le burn-out, là. On est tous aussi responsables, plus ou moins, de nos schémas de répétition intérieure, hein, qui peuvent se briser avec différents outils thérapeutiques. On n'est pas pour autant responsable de la répétition, des tâches répétitives qui nous sont imposées au travail. On parlait tout à l'heure de ce confort, effectivement, dans lequel on peut s'installer, d'avoir un salaire, une certaine sécurité, et qui fait qu'on va accepter une routine qui devient un ennui et puis une perte de sens. Toutefois, voilà, travailler dans un entrepôt Amazon ou être livreur pour Uber, je ne pense pas que là on peut parler de prison dorée. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais ce dont on se rend compte là depuis le début de l'émission, c'est que cette notion, ce concept d'ennui est extrêmement vaste et on a du mal à le cerner parce qu'il recoupe tout à la fois une échelle micro et une échelle macro. On parle d'ennui parce que la société autour de nous ne paraît plus faire de sens, que tout est devenu incertain, très mouvant, mais aussi d'ennui parce qu'on a du mal, nous, intérieurement, à faire face à ce vide qui peut advenir à différents moments de la vie. Ce vide de sens, on se redemande avec d'autant plus d'acuité quelle est notre place, quel est notre rôle. Et je pense qu'on parle beaucoup de motivation aussi aujourd'hui. Il faut savoir que la philosophie occidentale, depuis les Lumières, tente de nous faire croire que nous sommes des êtres toujours rationnels, qu'on agit toujours avec raison, avec calcul, hein, qu'on est cohérent. Mais depuis, différents événements et différentes découvertes, et notamment, je pense à la psychanalyse, nous ont montré aussi que nous sommes des êtres incohérents et que parfois nous faisons des choix qui ne sont pas alignés avec ce que la raison aurait dû nous pousser à faire. Et c'est dans ces moments-là qu'on se met à procrastiner, c'est-à-dire qu'on se met à repousser des tâches urgentes au travail ou ailleurs d'ailleurs, des tâches qu'on est censé faire pour s'adonner au principe de plaisir ou tout simplement pour contourner ce qui est désagréable. Et avec l'ennui, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'on souffre d'un symptôme, l'ennui pouvant être assez désagréable en fin de compte, et au lieu de se confronter aux causes profondes de cet ennui, on va trouver un peu des subterfuges pour
pour l'éviter, le contourner et toujours repousser finalement peut-être des grandes décisions comme se demander si ce travail est bien fait pour nous, si on est bien à notre place, etc. Comme c'est subtil. Écoutez, merci Mathilde Ramadier. Bon rétablissement. On vous aurait bien gardé toute l'émission. Vous avez encore le droit de changer d'avis. Le temps d'entendre tout de suite Travailler, c'est trop dur de Julien Clerc. C'est pas moi qui ai eu l'idée, c'est François Dieudonné. Coucou, notre programmateur musical. Voilà, sa petite touche très humoristique en ce moment. Et puis on se retrouve juste après, les amis. Et Mathilde Ramadier, merci. Merci à vous. Merci, bonne émission. Sans venir au travail, une question à se poser en ce lundi après-midi. En compagnie de Charlotte Savreux, qui est journaliste, qui est presque consultante. Si j'ai bien compris maintenant, L'année du déclic, c'est votre dernier ouvrage. Et si c'était la vôtre, voilà cet ouvrage qui a été réédité en poche maintenant. Lauriane Boissière-Jeannot, qui est consultante pour Square Management, qui offre des démarches d'aide à la transformation des entreprises, plutôt que pour les personnes qui seraient intéressées éventuellement par vos services. Chère Lauriane, il s'agit d'entreprises, évidemment. Et effectivement, Charlotte Savreux, alors vous expliquiez que vous étiez... la motivation peut aussi être facilitée par un cadre quand même. C'est vrai qu'on parle d'ennui au travail aujourd'hui, ce qui est une notion vaste, comme l'a évoqué juste avant que nous séparions Mathilde Ramadier. C'est un sujet délicat que nous abordons aujourd'hui. Il faudrait des émissions entières, des heures et des heures, évidemment, pour répondre complètement à la question. Mais tout de même, il y a des choses, voilà, il y a des fondamentaux, quoi. Alors c'est vrai que quand on est dans une entreprise avec des murs blancs hôpital, avec des néons pas possible, avec des open space de 5 km de long, c'est sûr que ça n'aide pas la motivation, c'est sûr. Hein. Non, mais c'est ce que je disais de manière complètement anecdotique. Je vais tirer de l'argent dans une banque ce week-end, je rentre, donc je ne donnerai pas le nom de la banque, des murs blancs, une lumière blanche, vous savez, vraiment, on se serait cru dans un hôpital. Un bloc opératoire. Le bloc opératoire, exactement, Marie-Ange. Et je me suis dit, mais comment on peut proposer un cadre comme ça professionnel, ce que je veux dire à ses salariés. J'ai dit, j'étais d'ailleurs accompagnée de ma mère, voilà, j'ai dit, mais c'est inacceptable. Voilà. Et le fait d'accepter ça, pour moi, il y a quelque chose qui est déjà éteint dans la nature humaine qui est capable d'accepter ça. C'est-à-dire, vous devez rester quand même en éveil sur ce qui est acceptable et ce qui n'est pas acceptable. Et je trouve que la jeune personne, je ne sais pas si c'était une jeune personne, mais la personne que j'ai entreaperçue au démarrage devrait porter la voix en disant, voilà, est-ce que vous pouvez... Non, mais c'est inacceptable de proposer ce cadre de travail. Voilà, donc il y a la part d'ouvrage du monde de l'entreprise, même si cela dit par rapport à ce qu'on disait au démarrage, moi je suis pour la responsabilisation. Donc quand on n'a pas le choix, c'est sûr que voilà... Non mais je suis pour la responsabilisation. Oui, alors pour la responsabilisation, c'est-à-dire de ne pas mélanger les genres. L'école, c'est un lieu d'instruction, c'est pas un lieu d'éducation. L'entreprise, c'est un lieu d'expérimentation, d'apprentissage, de partage, de réalisation. C'est pas le divan et le psy. D'accord. Non mais... C'est-à-dire qu'on n'a pas à faire sa thérapie, ce que je veux dire, l'entreprise n'a pas à faire la thérapie des salariés. Donc c'est de part et d'autre. Et cela dit, pour pas être dans une utopie béate, il y a des moments où aussi on n'a pas le choix du métier qu'on peut faire à un moment donné pour des raisons qui nous appartiennent. Voilà. Il y a des moments où on peut avoir besoin de liberté et à un moment des besoins de sécurité. Voilà. Et on n'a pas le choix. Mais... Alors, par exemple, c'est vrai qu'il y a des métiers qui sont peut-être plus fastidieux, plus répétitifs. Je pense parfois aux caissières qui n'ont pas forcément des clients très agréables, qui disent bonjour, qui payent même pas au revoir, etc. Mais dans cette instantanéité qui est la nôtre, quand on n'a pas de choix, à ce moment-là, mettre ce petit supplément d'âme. C'est-à-dire que sublimer ce qu'on est en train finalement de porter et se sentir même missionné. Ok, le métier que je fais n'est peut-être pas le plus intéressant, mais qu'est-ce que je peux faire pour poser sur cette journée ma pierre à l'édifice d'un monde qui est plus agréable? Eh bien d'avoir le sourire, même si en face on a quelqu'un qui ronchonne parce qu'il y a une file d'attente. C'est-à-dire renverser la donne et se rappeler, c'est que même si dans l'instantanéité, c'est pas forcément le métier qu'on convoitait, mais que l'on en a besoin, parce que ça peut être une réalité, à ce moment-là, se rappeler que ça n'est qu'une transition, que rien n'est figé ni limité, et que les seules limites sont celles que l'on se donne, et qu'il y aura un autre chapitre à écrire, où là, on ira décrocher notre victoire, et la vie nous servira la liberté dont on a besoin. Et on sort de là avec des alliés, donc en tout cas, j'espère, dans quelques minutes, Lauriane Boissière et Charlotte Savreux. Non mais Charlotte, elle nous donne des ailes, mais vous aussi, Lauriane, vous allez nous donner des ailes. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Vous avez le droit de pas être d'accord avec ce que vient d'évoquer la vision du travail au fond.
c'est à nous de rechercher, d'aller puiser, d'aller chercher un petit peu les sources de motivation et puis de joie peut-être aussi, des petites joies au travail, même dans la vie de tous les jours, il y a le quotidien à la maison, bah oui, il faut faire le ménage, bah oui, il faut refaire les repas à chaque fois. Là aussi, on pourrait dire, oh non, mais je démissionne, non, j'en ai ras-le-bol de faire la popote, de mettre tout dans la vaisselle, de sortir tout du lave-vaisselle, de descendre les poubelles, etc. Pourtant, ça fait partie de la vie et on peut le vivre autrement, là. Déjà entendu dans cette émission En quête de sens, évidemment, Lauriane. Vous êtes d'accord? Vous partagez cette vision ou pas? Tout à fait. Je pense qu'effectivement, on a des tas de marges de manœuvre pour réenchanter le travail, quel que soit le poste qu'on occupe. Vous preniez l'exemple d'une personne qui travaille à la caisse en supermarché. Ouais. Effectivement, un point d'attention qui est clé, c'est la relation qu'on a aux autres, la relation qu'on a avec les clients, la relation qu'on a avec ses collègues, avec son management. Ça, les relations, c'est extrêmement important pour le bien-être et la performance. Après, il y a d'autres points. On a besoin aussi, et ça, c'est les études qui le montrent, de développer sa compétence, c'est-à-dire d'apprendre de nouvelles choses régulièrement. On a tous besoin de ça ou pas? Oui. Et ça, c'est quelles que soient les cultures, quels que soient les âges. C'est vraiment une des théories les plus robustes en sciences de la motivation. Qui repose sur ces 3 besoins fondamentaux que sont l'autonomie, la compétence et les relations. Donc en fait, finalement, toutes les expériences qu'on va vivre dans le cadre des organisations au travail vont être passées par cette moulinette-là et en fait, on se rend compte que notre degré d'autonomie, notre degré de compétence, et ce que j'entends par là aussi, c'est le fait de justement apprendre de nouvelles choses, de comprendre son environnement, de pouvoir s'y adapter. Ça, c'est vraiment des besoins fondamentaux qui sont clés. Qu'on a tous. Et y compris, cette théorie a été challengée. Ça, c'est intéressant parce que c'est une forme d'ennui. Vous imaginez le fait de ne pas, peut-être, c'est une question que je vous pose, le fait de ne pas monter en compétences peut générer une forme d'ennui, pour le coup. Exactement. Mais on a des tas de marges de manœuvre. Imaginons, j'ai un emploi répétitif et je suis au même poste depuis 3-4 ans et voilà, j'ai fait le tour de mon poste. Quelles sont les façons dont je peux stimuler ce besoin de compétences que j'ai? Ça va être, je prenais tout à l'heure l'exemple de l'intelligence artificielle. Peut-être qu'il y a des tâches, les mails que je dois envoyer, je dois en envoyer 10 par jour. Peut-être que je peux les automatiser Typiquement. en utilisant ChatGPT. Tiens, mais il n'y a pas d'initiative dans mon organisation. Comment je peux essayer de monter ça en travaillant avec la direction des systèmes d'information pour mettre en place ça? Et puis, le temps que je vais libérer, je vais peut-être pouvoir me former parce que je vais réfléchir au poste que je pourrais occuper dans 3 ans. Donc, finalement, on a des tas de marges de manœuvre. Et après, je n'ai pas parlé du 3e besoin. Donc, on a parlé des relations, on a parlé de la compétence. Et un autre besoin fondamental, c'est l'autonomie. Et l'autonomie, en fait, c'est être décisionnaire. Alors, dans la mesure du possible, d'une partie de son travail, ça peut être sollicité quand il y a des décisions à prendre sur des orientations, mais aussi pouvoir faire les choses de la façon dont je souhaite procéder sur les modalités. C'est-à-dire que, pourquoi je dis ça? Parce que parfois, on peut vivre un certain mal-être au travail parce qu'on a des problèmes de relation avec son manager. On ne fait pas confiance. Est-ce que c'est ça que vous voulez dire? Ça peut être quelqu'un qui va nous dire exactement quoi faire dans les moindres détails et qui ne va pas nous laisser cette marge d'autonomie. Cette confiance. En fait. Oui, c'est un lien tout à fait avec la confiance, mais c'est important aussi de se sentir autonome et ça correspond aussi au fait de pouvoir s'orienter dans la voie que l'on souhaite. Moi, j'ai toujours du mal avec l'autonomie. Vous parlez à des enfants de 3 ans qui ont besoin de mettre leurs pantalons tout seuls. C'est l'autonomie pour moi. J'ai toujours du mal avec l'autonomie au travail. Pour moi, ça relève vraiment des enfants maternels. Je sais pas, excusez-moi. Non, mais pas de... on revient encore à la frontière un peu floue, hein. C'est-à-dire, est-ce que, ce que je veux dire, l'employeur, le patron et le père d'une petite famille? Non, c'est-à-dire, il ne faut pas mélanger les genres. Je revenais tout à l'heure sur l'éducation nationale. C'est de l'instruction, ce n'est pas l'éducation. Voilà, ce n'est pas la maîtresse d'éduquer un enfant et de lui dire ce qu'il veut. Non, elle est là pour transmettre un apprentissage, un savoir. Donc là encore, les frontières deviennent floues. Puis en plus, maintenant, avec le télétravail, on est en même temps chez soi, on travaille de chez soi, mais on est connecté au monde de l'entreprise. Ça aussi, ça change le regard, j'imagine, sur le monde de l'entreprise. Mais moi, en tout cas, je trouve que ce que vous disiez, Lauriane, c'est-à-dire que déjà, comme vous parliez des managers, voilà, cette capacité à évoluer, à s'émanciper, etc., il faut déjà être dans un éveil vital que beaucoup de gens n'ont plus au cœur de l'entreprise. Donc là, il faut déjà... c'est pas la majorité, il me semble, des personnes. En tout cas, vraiment... C'est vrai que c'est intéressant, cette question-là. Hein. Voilà. Comment est-ce qu'on fait quand on...
Il faut être déjà très éveillé. Quand on ne se connaît pas, en fait, c'est ça. Dans une énergie vitale, connectée à être très très bien dans soi. Parce qu'en fait, toutes les personnes dont on parle, là, dans les 41%, on va prendre les plus lourds, les 41% des salariés qui se disent en état de détresse psychologique en France au travail quand même. Au travail, salariés, donc au travail. C'est des personnes qui ne se sont donc pas rendues compte de ce que vous dites et de ce que vous dites. En fait, c'est ça, Charlotte, finalement. Si j'ai bien compris, c'est des gens qui ne se sont pas écoutés à temps. C'est ça que ça veut dire? Pour moi, de toute manière, c'est le déclic en une phrase. C'est une équation. C'est quand le déclic, c'est quand l'envie devient plus forte que la peur. C'est-à-dire qu'à un moment, le moment où vous devez bouger, c'est lorsque les inconvénients sont plus importants que les avantages de ce que vous vivez au quotidien. On fait un tableau. C'est-à-dire jusqu'à un certain moment, il y a un inconfort qui est acceptable. On est dans l'acceptation. On est tous un peu passés par là. Parfois, on fait un long trajet pour aller travailler. Ça, c'est moi, ça. On se dit qu'on aime bien son métier, donc ça compense. Tout est une question d'équation. Vous inquiétez pas, auditeur chouchou, je reste encore un peu avec vous. Non, mais vous voyez, tout est une question d'équation. Bon, on a un manager pas forcément agréable, mais on aime ce qu'on fait parce qu'on est en binôme avec quelqu'un de formidable. Voilà. Et il y a un moment où on est dans l'acceptation, et là où il faut renverser la table, c'est quand il y a un moment quand les inconvénients deviennent plus importants que les avantages. Et c'est là où il faut être on est encore en éveil, capable de s'en apercevoir. Et c'est là où il faut faire le pas. Voilà, parfois aussi la vie nous regarde, nous observe et aussi va nous proposer des opportunités, des synchronicités. Mais le premier pas, évidemment, nous appartient. C'est-à-dire, vous vous rendez compte. Alors, Lauriane, je ne sais pas si vous assistez à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les entreprises, on a des happiness managers. C'est hallucinant. C'est-à-dire que pour motiver les gens, il faut manager du bonheur. Manager du bonheur. Non, mais là, on se dit... alors là, c'est très la culture américaine dont on se parlait. Ils ont du bon, mais c'est certaines choses. Mais là, juste à voir à ce moment-là, puisque dans une entreprise, c'est pyramidal, il faut que les gens qui soient en haut, ce que je veux dire de la pyramide, soient pas forcément des hommes et des femmes de pouvoir, mais soient des hommes et des femmes compétents et qui aient un enthousiasme et qui aient cette capacité, comme une locomotive, d'emmener. Parce que dans le monde de l'entreprise, vous avez les leaders, les contestataires et les suiveurs. Bon, donc les leaders, c'est bon. Les suiveurs, il faut les emmener. Il faut essayer de convaincre les contestataires. Donc ça veut dire qu'il faut que l'énergie positive, constructive, soit plus forte. Vous en aurez toujours qui traîneront. Il y a toujours le monde syndicaliste pour en même temps veiller sur des droits aussi fondamentaux, heureusement qu'ils sont là. Mais il faut aussi laisser aussi une forme de liberté et on retrouve tout ce lexique, liberté, autonomie, responsabilisation, etc. Mais c'est vrai que ça interroge. Il ne faut pas seulement des hommes et des femmes de pouvoir, il faut des gens compétents, des gens solaires, des gens enthousiasmants, des gens qui vous embarquent. Et qui y croient, tout simplement aussi. Ben voilà. On espère. C'est ça, parce que je vais vous dire, souvent, les salariés sont à l'image de leur employeur. Moi, je vois dans toutes les équipes, si vous avez... Ça, Ah, mais oui. On demandera à Lauriane ce qu'elle en pense. Après Work Song de Nina Simone, si vous permettez, mesdames, tout de suite. Vaste question que nous posons à nos deux invités, Charlotte Savreux et Lauriane Boissière-Jeannot. Lauriane Boissière-Jeannot, il y a effectivement, on l'a vu, un camailleux de rapport au travail et à l'ennui considérable. Et on n'a pas encore parlé de ce, peut-être, en fait, vous partis, auditeurs chouchou, de cette tendance à ne pas prendre conscience, vous allez me dire si c'est ça que vous vouliez dire, Lauriane, pas prendre conscience qu'on s'ennuie, mais bon, voilà, par défaut, on va bosser, mais j'ai quand même de la chance, j'ai un bon travail, il y en a qui n'ont rien, il y en a qui sont au chômage, il y en a qui sont à la rue, puis il faut bien que, et puis bon, bof, quoi. On met que des bofs au début de chaque phrase. Oui, effectivement. Je pense qu'une question à se poser, c'est par exemple en fin de journée, est-ce que j'ai papillonné aujourd'hui? Est-ce que j'avais la tête dans les nuages? Ou est-ce que j'étais vraiment concentrée dans ce que je faisais? Ça peut être un signe. D'accord. Si on est constamment en train de rêvasser ou on a du mal finalement à s'impliquer dans son travail, à être engagé dans ce qu'on fait à un instant T. Premier symptôme intéressant. C'est peut-être un signe que finalement on s'ennuie. Et donc, se poser la question, prendre un peu de hauteur, parce que voilà, on est toujours sur notre bicyclette à avancer, mais se mettre au balcon et se regarder, se dire comment je suis dans mon travail. Est-ce que je m'ennuie? Est-ce que je m'ennuie pas? Et c'est important de se poser la question. En fait, les chercheurs ont montré qu'en moyenne, les gens s'ennuyaient 10 heures par semaine au travail. Donc, comment vous vous positionnez par rapport à ça? Est-ce que la part d'ennui est trop importante? Et puis, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que là, c'est pareil, c'est des études qui l'ont montré. En fait, l'impact de l'ennui au travail, c'est de l'anxiété, c'est de la... Pourquoi l'anxiété? Pourquoi?
Parce qu'on est anxieux, on se dit ah mince, j'ai pas avancé, je devais faire ça ce matin. Ah oui, j'ai rêvassé. C'est ce que disait Mathilde Ramadier, c'est-à-dire qu'on procrastine, c'est ce qu'elle a évoqué tout au début. Exactement. Donc on peut développer des symptômes d'anxiété, de dépression aussi. Sans vraiment mettre des mots dessus, on ne se sent pas bien, on n'a pas envie d'aller travailler, mais on ne s'est pas dit « je m'ennuie dans mon travail ». Il faut le conscientiser à un moment donné. Et donc aussi de baisse de performance. Oui, parce qu'on se dit comme je ne peux pas faire autre chose. On se dit, pardon, je vous coupe, excusez-moi, c'est pour bien comprendre, mais c'est vrai qu'on peut souvent, on peut peut-être avoir tendance à rester confortablement dans ce bof boulot, si je puis dire, ou ce bullshit job, où bof, voilà, j'y vais, il faut bien que j'ai un travail, il faut bien que ceci, il faut bien que cela. Par peur de sortir de sa zone de confort, Charlotte, je me tourne vers vous, enfin à moins que Lauriane voulait terminer, mais je trouve ça très intéressant, effectivement. C'est le mental, c'est-à-dire mental fournisseur officiel d'alibi, c'est-à-dire qu'est-ce que je trouve comme alibi pour ne pas y aller, pour ne pas décrocher ma victoire, la peur de l'échec, la peur du regard des autres, et tout ça, la vie file, la vie file. Et c'est vrai que comme vous disiez, les choix par défaut, c'est-à-dire que l'objectif, c'est pas de se dire, en regardant le JT de 20h, en disant, on va y aller SDF, etc., en disant oui, finalement, je suis pas si malheureux. Non, l'objectif, c'est quand même d'aller vers l'idée d'être heureux et de ne pas être malheureux. C'est-à-dire, c'est la question qu'on doit se poser, c'est même pas est-ce que je suis heureux, le bonheur, qu'est-ce que c'est, etc. Peut-être pas le bon terme. Est-ce que je suis bien dans mon histoire? Est-ce que je suis là où je dois être? Tout simplement. Vous savez, c'est l'ikigai. Vous connaissez l'art de vivre japonais. Alors, c'est difficile à traduire, littéralement. Iki, la vie, gai, ce qui vaut la peine. Donc, ça serait finalement ma raison d'être. Oui, ma raison d'être, mon cap, mon orientation. Mais c'est pas... l'ikigai, c'est ce qui me fait lever le matin. Waouh. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui me fait lever le matin en dehors d'un réveil qui m'appelle à sortir de mon sommeil? C'est-à-dire quelque chose qui vous anime, c'est-à-dire une petite flamme. On le sent dès le matin, ça. Hein. Non mais voilà, c'est-à-dire que regardez cette capacité quand on part en vacances, en voyage, le réveil n'a pas besoin de sonner. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une grande motivation, un motif pour se mettre en action. Donc qu'est-ce qui me fait lever le matin? Mais c'est pas un hobby, c'est pas de siroter un cocktail sur la plage, que sais-je. Voilà, c'est mon identité. Et vraiment, j'invite chacun à aller découvrir ce qu'est l'ikigai, qui est finalement, de manière très ludique, un exercice à faire, avec des cercles entrelacés. Qu'est-ce que j'aime? Ce pourquoi j'ai du talent? Qu'est-ce qui m'anime émotionnellement, mais aussi sur un plan sociétal? Mais aussi, qu'est-ce qui peut me permettre une reconnaissance financière? Parce que ça aussi, on s'ennuie parfois au travail parce qu'on n'a pas la légitimité, le retour légitime d'un salaire à la hauteur de mon engagement. Le salaire, c'est quand même un élément de motivation. Hein. Ouais. Mais non, mais c'est vrai, c'est-à-dire c'est quelque chose aussi, c'est un des éléments du puzzle. Et c'est un élément qui vient aussi, finalement, qui est une marque de reconnaissance. C'est, finalement, et quand vous ferez ce petit exercice, voilà, si vous avez envie de le faire, le dernier, c'est tous ces cercles qui s'entrelacent, et à la fin, c'est « je suis » là où je dois être, c'est-à-dire vraiment ce qui me ressemble, c'est mon identité. Voilà. Alors, je ne voulais pas poser la question, c'était une question peut-être plus pour Mathilde Ramadier, mais Lauriane, je vous la pose quand même, parce que je suis sûre que vous allez être capable d'y répondre. Est-ce que c'est pas aussi un phénomène sociétal? Est-ce que l'homme n'est pas malade? Justement, on a parlé des jeunes et de l'engagement, qui avaient de plus en plus de mal à s'engager, des entreprises qui ont du mal à fidéliser les jeunes. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un mal sociétal, là, plus exactement? Vous voyez, on n'aime pas tellement la contrainte, on n'aime pas s'ennuyer, on aime kiffer tout le temps, voilà, c'est un peu ça l'idée. Est-ce qu'il n'y a pas malheureusement un espèce d'effet, secondaire, si je puis dire, de notre rapport en général à tout ça? Alors oui, on l'a déjà vu par rapport à la réaction de la population concernant la réforme des retraites. Les seules personnes qui étaient favorables à la réforme des retraites pour travailler plus longtemps, c'était les personnes à la retraite. Non, mais... Donc effectivement, on a un sujet sur le rapport au travail aujourd'hui. Alors après, les différents éléments qui vont faire qu'on sera motivé, performant, qu'on sera en situation de bien-être au travail, quels sont-ils? C'est déjà faire un travail qui nous fait vibrer, qui a du sens pour nous, qui nous permet d'exprimer nos talents. Et ça, c'est important de se poser cette question-là. Peut-être qu'on fait le deuil parfois un petit peu trop rapidement, il y a une étude qui a montré qu'en fait, quand on considère un poste, un emploi qu'on nous propose, on va apporter plus d'importance
au facteur de motivation secondaire comme le salaire, c'est-à-dire qui est extérieur, et on va moins se projeter sur ce que ça correspond de passer 7 ou 8 heures par jour à faire une activité. Donc, il faut peut-être se dire, finalement, j'ai peut-être accepté un salaire un peu moins important, mais d'être là où je dois être, parce que c'est vraiment quelque chose qui a du sens pour moi, qui me permet d'exprimer mon talent, qui est dans la lignée. C'est peut-être qu'une première étape par rapport à ce que j'ambitionne de faire, mais c'est important aussi d'apprendre à se connaître et de savoir ce qui nous fait du bien à l'instant présent. Et puis après, il y a toutes les notions, vous parlez d'identité, c'est très important aussi. Il y a plein de choses qu'on fait qui sont peut-être pas, extraordinaires, mais qui correspondent à l'image qu'on se fait du rôle qu'on a. Par exemple, peut-être qu'un bon juriste, il va lire les nouveaux articles qui sont parus dans telle presse spécialisée. Donc, cette question d'identité aussi, elle est importante. Et puis après, il y a tout ce qui touche au sens. On fait des choses parfois qui sont peut-être peuvent apparaître comme rébarbatives, mais pour nous, voilà, on construit une cathédrale où on s'occupe des autres et on fait des choses qui nous parlent et qui correspondent à notre mission de vie. Donc déjà, si on garde en tête ce qu'on aime faire, ce qu'on a du plaisir à faire au quotidien, ce qui correspond à notre identité et l'œuvre qu'on veut faire dans le monde, que ça soit effectivement dans le cadre d'un projet, d'une construction, de notre rapport aux autres, ou tout simplement aussi dans des situations d'adversité, exprimer une certaine forme de courage, parce que parfois on n'a pas la possibilité de travailler. Il y a des gens qui peut-être luttent avec des maladies graves, mais rien qu'avoir une attitude courageuse par rapport à ça, ça donne aussi du sens à sa vie. C'est vrai, Charlotte. Non, mais je pense aux infirmières. Ces femmes, alors infirmières aussi, extraordinaires, comme vous disiez, qui donnent du sens avec des salaires moindres, qui parfois, je pense notamment pour ceux qui travaillent dans des hôpitaux à Paris, qui parfois font 3 heures aller-retour parce que, évidemment, les loyers sont très élevés au cœur de Paris et qui parfois ont beaucoup de fatigue liée au transport. Moi, je trouve que, les HLM devraient être destinés, et ce que je veux dire, aux personnes de la fonction publique qui accompagnent la vie des commissariats, des hôpitaux, des crèches. On devrait les HLM pour ces personnes qui participent à la vie. On l'a vu d'ailleurs pendant le Covid. Voilà, c'était ces personnes-là qui étaient au front. Et comme vous le disiez, ce qui est merveilleux dans le travail, c'est de se sentir utile. Ouais, on l'a même pas dit. Même si et ça me fait, voilà, quand Lauriane exprimait ça, je pensais aux infirmiers, aux infirmières, aux policiers, aux policières qui travaillent parfois dans des conditions très difficiles, qui n'ont pas forcément des moyens, qui sont confrontés quand même au versant quand même un peu lourd de l'existence et avec des salaires comme ça qui sont quand même pas forcément toujours à la hauteur de l'engagement, du temps, etc. Mais ces personnes sont là parce qu'elles sont utiles. Elles sont utiles pour l'ordre public, elles sont utiles pour la santé publique. Et ces personnes-là, il faudrait vraiment qu'on les valorise. Mais évidemment, ces personnes-là, on ne les voit pas dans les rues parce qu'elles sont tellement sollicitées, elles ont tellement une raison d'être au cœur de notre existence, alors qu'elles auraient toute la légitimité d'être dans la rue. Et c'est à elles qu'on devrait offrir tous les HLM de la ville de Paris, puisque ce sont eux qui font tourner la ville. Que la mairie de Paris nous écoute. Ces gens qui font 2 heures de train pour pouvoir aller à l'hôpital. Il y a les infirmières, elles le disaient, parfois on arrive, on est fatigué. Voilà, ça fait partie des choses inadmissibles, mais qui nous rappellent que là où on est bien, c'est aussi là où on se sent utile. Ouais. C'est beau, oui. Être utile. Amen. Être utile aux autres. Non, mais être utile aux autres. On parlait de être utile aux autres. C'est formidable. Ouais, et vous n'avez pas du tout à faire répondre. Alors, c'est magnifique ce que vous venez d'évoquer, Charlotte, pardon. Non, mais c'est vrai que concernant les jeunes, qu'est-ce qu'on leur dit à ces jeunes, en fait ? On a l'impression qu'ils ont... Alors, les vieux disent qu'ils n'ont pas de courage, qu'ils sont paresseux. Mais le sont-ils vraiment ? Moi, ça m'inquiétait quand même quand dans la rue, les jeunes protestaient pour la retraite. C'est quand même incroyable, en étant si jeune, de penser à la retraite. Je trouve ça quand même très inquiétant psychologiquement. Qu'est-ce qui se passe, diagnostic ? Voilà, je me souviens que la première année où je travaillais en tant que professeur dans une école de journalisme, où à la fin de l'année, les jeunes me disaient, est-ce que vous pensez, est-ce que le journalisme, on sait que c'est un métier, voilà, on passe d'une rédaction à une autre, est-ce que vous pensez qu'on peut avoir un CDI ? Non, est-ce qu'à 22 ans, la priorité, c'est d'avoir un CDI ? C'est vrai que c'est dingue. Ou c'est de se dire, voilà, j'ai un capital, je vais aller voir ce que je peux proposer au monde. Et ce qui est formidable, c'est que quand on est... Alors parfois, il y a beaucoup de frustration actuellement de gens qui disent « j'aime pas la société dans laquelle on est, j'aime pas l'époque dans laquelle je suis, tout à l'heure, vous voyez, etc. » Oui, mais tout ça, ça crée des frustrations. Et les frustrations, c'est formidable pour ne pas se mettre en action. Voilà. Donc ça veut dire que si on est dans cette époque-là,
Voilà. C'est qu'on doit y être. Si on s'est incarné dans cette époque-là, c'est que nous avons tous une raison d'être. Ouais. Et on va passer c'est presque évangélique ce qu'elle nous dit. Hein. Non, mais on va passer notre vie à partir en quête de notre raison d'être. Et ce qui est formidable, c'est que comme nous avançons et que nous évoluons, notre raison d'être n'est pas la même à 20 ans, à 30 ans, 40, 50. Donc, il faut savoir rebattre les cartes. Et pour rebattre les cartes, il faut aussi savoir habiter son inconnu, enfin l'inconnu, avec confiance. Ouais. Donc, c'est très évangélique ce qu'elle me dit, Charlotte. Hein, dans la foi chrétienne, tu me confirmeras, Cédric qui est derrière cette vitre, que c'est notre mission. Notre mission, c'est de se sentir utile, de nous rendre utile et d'avoir sa place et de la connaître et de la comprendre. Évidemment, pour conclure, Lauriane, c'est pour vous. Effectivement, vous êtes d'accord ou pas? Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, au fond, tout est là. Voilà, cherchons notre place, essayons, osons. Prenons des risques parce que c'est en faisant des essais, test and learn, qu'on arrive à trouver ce qui nous correspond. Avec confiance, sans chercher le CDI à 18 ans, quoi. Sorti du berceau du bac. C'est pas Charlotte. Non, mais c'est vraiment enrichir. Pardon, je vous aime les jeunes. Enrichir sa vie au sens propre comme au sens figuré, tout en apportant de la valeur aux autres. Eh bien, je crois que ce sera le mot de la fin. Charlotte Savreux, merci. Votre livre, l'indémodable, l'année du déclic, et si c'était la vôtre, en poche. Merci à vous. Merci Lauriane Boissière-Jeannot. Je rappelle votre entreprise Square Management. Vous êtes consultante pour ce cabinet de conseil en stratégie et d'aide à la transformation et au changement des entreprises. Merci mesdames, et on remercie aussi Mathilde Ramadier. Bon rétablissement, hein, Mathilde, qui nous écoute peut-être. Vous et votre ouvrage chez Erol, Apprivoiser sa procrastination, l'art de faire autrement chez Erol. Voilà, merci mesdames. Et bien écoutez, apprenez à connaître votre place, pourquoi vous êtes fait, pourquoi vous êtes finalement là sur Terre. Il y a certainement une raison, ne vous inquiétez pas, vous allez la trouver en cherchant bien, n'est-ce pas? Merci mesdames, bonne soirée. Très belle journée à tous.